Chère Sylvie Glissant, cher Patrick Chaboiseau, chers tous, chers amis, chers collègues, c'est un très grand privilège pour moi de pouvoir ouvrir pour la première fois me concernant cette cérémonie en votre présence à tous. Cérémonie qui, je crois, est totalement consubstantielle à ce qu'est l'Université Paris 8, consubstantielle en ce qu'elle exprime ce qui fait de cette université un lieu unique. J'espère qu'elle le restera. Cérémonie dont on a pu craindre, il est vrai, avouons-le, je l'avoue, on a pu craindre un temps qu'elle subisse les aléas d'une conjoncture électorale un peu compliquée en interne, et qui doit à l'apaisement, qui doit surtout à la très grande détermination de ceux qui en sont les acteurs majeurs, Sylvie Glissant, encore merci, d'avoir pu se tenir aujourd'hui avec un peu de retard, il est vrai. L'université tient à s'en excuser auprès de ceux qui traditionnellement se retrouvent d'ordinaire en mai, non à cette veille ou presque de Noël, mais du moins sans qu'ait été franchi le seuil fatidique qui eût fait que nous eussions manqué le 10e anniversaire. Hypothèse, il faut le dire, hautement improbable, inenvisageable, dirais-je, tant il était impératif que nous nous retrouvions comme à l'ordinaire, mais plus qu'à l'ordinaire, dès lors qu'il s'agit là d'un 10e anniversaire. Disons déjà qu'Édouard Glissant nous a fait le très grand honneur de confier son nom, de confier son souffle à un prix imaginé par l'Université Paris 8, l'Institut du Tout-Monde, la Maison d'Amérique latine, l'AUF, pour dire de conserve ce qui nous rassemble, ce qui nous traverse et ce qui fait que nous finissons toujours par nous ressembler. Cette cérémonie constitue un temps fort pour la communauté universitaire de Paris 8 et pour vous tous qui êtes là rassemblés, Paris 8 et ses partenaires, ainsi que pour tous ceux qui sont attachés à l'esprit, aux valeurs du prix Édouard Glissant. Moment convivial, mais également moment solennel qui nous réunit depuis 10 ans autour d'une aspiration commune à l'ouverture à l'autre, en ce qu'il est richesse, en ce qu'il est redéfinition obligée, permanente, par là source de création, source de nouveauté, source de mouvement. Ce prix est remis à une, ou c'est une innovation de ce 10e anniversaire, à 2 personnalités, peut-être un jour plusieurs. Il salue une œuvre exprimant 2 œuvres, je vais y revenir, exprimant la pensée du divers, les vertus du métissage et les formes d'émancipation auxquelles Édouard Glissant était attaché. Il distingue une œuvre qui, par sa portée universelle, fait progresser la connaissance de l'autre, aide à réduire les préjugés et nous invite à ne pas oublier la dimension plurielle, universelle de l'œuvre culturelle, dimension sans laquelle, je crois, il n'est pas d'œuvre véritable. Une œuvre qui participe à notre réflexion sur les entrelacs linguistiques et culturels qui traversent la société contemporaine, le monde contemporain, trouvent un écho particulier à Paris 8. Cette université monde, comme mon prédécesseur l'a qualifié, un terme qui s'est imposé, où se croisent et s'échangent des étudiants venus de tous les continents, où s'expérimente chaque jour le partage des identités et des savoirs. Le prix récompense cette année 2 personnes, je l'ai dit, c'est la première fois, 2 auteurs, 2 artistes, un photographe, un écrivain, étrangères vivant en France, français vivant à l'étranger. Par ce choix, le jury nous invite à méditer la force des croisements, la force des rencontres et les identités, ainsi que la place fondamentale des lieux, lieux depuis lesquels s'énonce une parole, se construit et se pose un regard, en donnant sa puissance au concept si fort d'altérité. Je tiens, au nom de la communauté universitaire, à exprimer toutes mes félicitations à Annabelle Guerrero. Nous avons là, vous pouvez les trouver en vente à la sortie de ses ouvrages photographie, Totem et Aux frontières, et à Michael Ferrier, auteur de Fukushima
récit d'un désastre. Je leur exprime mes félicitations, je leur exprime au nom de la communauté universitaire notre admiration, mais je tiens à y ajouter toute notre reconnaissance pour accepter ce prix en honorant par là même Édouard Glissant, mais également notre université. Qu'il me soit également permis de remercier une fois de plus Sylvie Glissant et l'Institut de Tout le Monde pour une deuxième nouveauté de ce 10e anniversaire, puisque désormais le prix Édouard Glissant est récompensé par une résidence d'artistes en Martinique au Diamant, lieu qui était cher à Édouard Glissant. Cette novation, à l'initiative de Sylvie Glissant, a été rendue possible grâce au soutien du Conseil régional de Martinique, que j'associe à mes remerciements. Mais le prix Glissant, vous le savez tous, ma page, est également l'occasion pour nous de décerner une bourse à laquelle je suis d'autant plus attachée que j'ai longtemps dirigé l'école doctorale qui était un des viviers de postulants à ce prix que beaucoup souhaitaient obtenir, que cette bourse que souhaitaient obtenir, bourse de 5 000 €. Cette année, le financement de cette bourse qui est assuré par l'Université Paris 8 a été alloué à un jeune doctorant de notre université, dont la recherche coïncide avec les orientations du prix. Cette bourse, est remise cette année à Hiroshi Matsui, qui prépare, sous la direction de François Nudelman, une thèse intitulée, et considérée évidemment les fortes coïncidences avec l'homme qui nous retient ici, 2 cartographies de la relation, Aimé Césaire, Kateb Racine, Édouard Glissant. Je voudrais enfin vous remercier, tous autant que vous êtes réunis ici, pour avoir répondu à notre invitation à partager ce moment de convivialité, d'amitié, de réflexion, de partage, un moment qui donne sens et puissance au prix Édouard Glissant, l'universalité des valeurs de dialogue et la promotion de toutes les diversités. Je remercie également nos partenaires pour leur fidèle attachement à cet événement, ainsi que toutes les personnes impliquées dans son organisation. Et je vais laisser à Sylvie Glissant, après avoir réitéré aux lauréats et à nos 3 lauréats de diverses espèces toutes mes félicitations, je vais laisser à Sylvie Glissant le soin de leur remettre les prix qui leur reviennent. Merci. Oui, bonjour, merci d'être là. Pour moi, c'est un grand honneur pour moi. Ce prix, je suis très émue, donc je ne sais pas si je vais arriver vraiment à exprimer ce que je veux dire. Mais je suis très heureuse que ce prix continue, que l'Université Paris 8 s'engage de nouveau à le poursuivre, parce que c'était pas évident, je ne savais pas exactement ce qui allait se passer. Et donc je remercie vraiment Paris 8, je remercie aussi tous les membres du jury qui se sont engagés avec nous pour nous donner la possibilité de continuer. Alors, bon, excusez-moi, je suis vraiment très émue, mais bon, donc je vais appeler de suite Monsieur Hiroshi Matsui. Juste pour oublier. Voilà, il est là-bas. Il est plus long. Je vous remercie infiniment et je suis très heureuse de vous décerner ce prix au nom de tout le monde. Je suis d'autant plus heureuse que je vous connais depuis quelques années. Vous avez été étudiant d'Édouard Glissant à New York. Et voilà, je suis vraiment ravie, je vous embrasse. Merci. Je vais appeler Annabelle Guerrero.
lui remettre ce prix. Merci. Voilà, Il n'y a pas de papier. merci à toi d'avoir accepté ce prix. Donc, j'appelle maintenant Michael Ferrier. Je pense que Isabelle Fruleux va nous lire un extrait de Fukushima. Ah oui, quand même. Ah, voilà. Ah oui, je pense que d'abord, pardon, excusez-moi. Monsieur Hiroshi Matsui, voilà, va nous présenter un petit peu son travail de recherche. Je pense que cette bourse l'aidera à terminer son travail. Je crois qu'il nous reste 1 ou 2 années, je pense. Ensuite, Isabelle Fruleux lira un extrait de Fukushima, du livre de Michael Ferrier. Et ensuite, Annabelle présentera quelques photographies et nous les commentera. Voilà. Merci. Il faut lui donner un micro, Sylvie. Comment ? Il faut lui donner... Tu commences. Il y a le micro. Vous pouvez vous asseoir. Le micro marche. Mesdames et messieurs, j'ai eu l'honneur de recevoir la bourse Édouard Glissant 2012 et pour commencer, j'aimerais bien remercier à l'Université Paris 8 et à l'Institut Tout le Monde et à Maison de l'Amérique latine pour l'attribution de la bourse à mon projet de recherche. Et à cette occasion, je dois présenter ma recherche doctorale à Paris 8, mais j'aimerais bien commencer avec un détour qui m'est, disons, indispensable pour que je puisse être ici. Et en fait, j'étais aux États-Unis de l'année 2004 jusqu'en 2008 pour faire mes études sur la littérature caribéenne avec professeur Édouard Glissant, et j'ai travaillé avec lui pendant 3 ans. Et grâce à ça, j'arrive à concevoir mes idées sur la littérature francophone surtout. Et donc ma thèse est intitulée « 2 cartographies de la relation » et je traite 3 auteurs en principe. Donc c'est Aimé Césaire, Khateb Yassine et Édouard Glissant. Et j'aimerais bien expliquer mon projet autour de 2 concepts clés de la relation et de la cartographie à partir de 3 trajectoires d'errance que Édouard Glissant a notées dans sa poétique de la relation. Dans sa poétique de la relation, Édouard Glissant a noté 3 trajectoires d'errance des écrivains modernes. Et d'abord, la première trajectoire, c'est du centre vers la périphérie. Et cette trajectoire centrifuge s'inscrit dans le mouvement de la colonisation du monde et de l'expansion de l'Europe sur le reste du monde. Mais au bout d'un moment, cette trajectoire se renverse et donc la 12e trajectoire, c'est de la périphérie vers le centre. Et j'ai étudié cette 12e trajectoire à l'exemple de la montée des coloniaux vers la métropole et notamment avec la formation de la négritude dans les années 30 à Paris. Et ces 2 trajectoires, centrifuges et centripèdes, dessinent la première cartographie de la relation qui est la cartographie de la relation centralisée. Et ma question est que comment sortir de cette centralité qui fonde
une identité des deux camps, comme par exemple du centre et de la périphérie, du colonisé et du colonisateur, ou bien du noir et du blanc. Comment sortir de cette identité? Comment sortir de la logique binaire d'identité? Et alors donc c'est la troisième trajectoire qui donne la clé pour résoudre cette problématique. La troisième trajectoire, c'est donc de la périphérie à la périphérie. Et cette relation, disons, interpériphérique, ou bien on peut appeler aussi intercoloniale, parce que c'est devenu perceptible à l'époque de la décolonisation. Et cette relation intercoloniale et interpériphérique relie et relaie les régions du monde qui étaient jusqu'alors marginalisées par le fonctionnement du centre et de la centralité. Et chaque région donc constitue un point de relais à d'autres espaces du monde, et l'ensemble crée la seconde cartographie de la relation, qui est la cartographie du rhizome de la relation, ou bien la relation en rhizome. Et l'ensemble crée ou réalise l'archipélisation du monde dans la totalité. Et voilà, et je travaille le devenir rhizome de la relation avec 3 auteurs que j'ai mentionnés tout à l'heure. Aimé Césaire, Kateb Yassine et Édouard Glissant. Et mesdames et messieurs, avant de finir, j'aimerais bien rendre hommage à professeur Édouard Glissant et exprimer ma reconnaissance à mon directeur François Noudelmain d'avoir agréé la direction de ma thèse après celle de professeur Édouard Glissant. Je vous remercie. Très impressionnant, vous êtes très prêts. Vendredi 11 mars 2011, en début d'après-midi, la vibration des fenêtres. Quelque chose s'ouvre, grogne, frémit, demande à sortir. Tout d'abord, ce n'est rien, un mouvement infime, insignifiant, quelque chose comme une fêlure sur l'ivoire d'un mur, une craquelure sur un os. Je ne sais pas comment je m'en aperçois. Une babiole peut-être qui bouge, les bibelots qui s'ébrouent près de la baie vitrée, quelques points de poussière dans la lumière de l'air. Silencieusement, subtilement, cette chose se développe et suit son cours. Elle circule sans relâche. Maintenant, le frisson envahit la table, la déborde, oscille sur elle comme une vague. Il gronde tout doucement, se déplace, touche les stylos, les cahiers, les livres, fait palpiter le clavier de l'ordinateur, remonte entre les lignes, arrive sur l'écran, pulsation imperceptible. C'est une immense phrase qui s'est mise en marche avec sa mélodie spécifique, source et centre momentané de tout l'univers, tour à tour souple, précise et fluide, chaotante, anarchique, poétique, torpillant les sentences et disloquant la syntaxe, renversant les perspectives, changeant tous les plans et bouleversant les programmes, et qui pourrait se condenser en un seul énoncé reflétant pour un instant la vérité tout entière. Ça venait des profondeurs, et c'est arrivé. Je prête l'oreille à cette rumeur qui monte,
qui s'agrandit. C'est un bruit de mandibule, ténu et formidable, un langage de termites. Un idiome étrange, grêle et rude, fait de crissements de gravier et de petits coups de bec, un dialecte d'insectes. Le plancher flotte, le plafond grince, les nœuds du bois palpitent. Je repense à tous les conseils que j'ai lus ou entendus 1000 fois, que tout résident au Japon connaît plus ou moins par cœur avec quelques variantes. Restez calme. Je voudrais vous y voir. Ne courez pas, ne vous précipitez pas à l'extérieur. Restez dedans, sous la maison qui s'écroule. N'allumez pas de flammes, coupez le gaz et l'électricité, éteignez les petits feux si possible. J'aime la poésie grésillante de ces petits feux si possible. Éloignez-vous des objets qui pourraient tomber ou se casser, éloignez-vous des fenêtres. C'est ce que la fenêtre elle-même semble me dire dans le frottement aigre de la vitre sur le cadre de fer. Enfin, surtout, protégez-vous la tête avec les bras, mettez-vous près d'un mur ou d'une colonne porteuse, réfugiez-vous sous une table, un bureau ou des encadrements de porte. Dans l'urgence, je décide de suivre la dernière seulement de ces recommandations qui me paraît tout à coup d'une grande sagesse et la plus facile à suivre en la circonstance. C'est aussi une bonne occasion de saisir June par la taille et de lui chuchoter à l'oreille « Sous la table, allez, sous la table !» Elle rit encore et son long corps délié plonge sous la table. Tout écrivain digne de ce nom devrait avoir fait au moins une fois cette expérience, passer sous la table. Dans une revue scientifique, on rappelle qu'il y a 2 sortes d'ondes, les ondes P et les ondes S. Les ondes P sont des ondes primaires, verticales, extrêmement rapides, entre 6 et 14 km par seconde. Les ondes S, les ondes secondes, sont plus lentes, mais elles sont aussi plus fortes, latérales, cisaillantes. Dès que les ondes P sont détectées par les capteurs, chaque seconde compte. Hélas, elles sont pour la plupart imperceptibles aux humains. Cependant, certains animaux les sentent, les chiens bondissent et détalent, les oiseaux s'envolent en criaillant. Ainsi, le tremblement de terre nous apprend non seulement à nous jeter sous la table, mais aussi à observer les animaux, à admirer la course des chiens, à nous mettre à l'écoute des oiseaux. Très bien. Il faut aussi prêter attention aux poissons lanternes et aux poissons vipères, au comportement des crapauds mâles en période des amours, à la formation de bulles dans les puits, aux couleurs inhabituelles dans le ciel. En fait, c'est en même temps notre relation au monde extérieur et la profondeur de notre bestiaire intime qu'il s'agit de retrouver. Mais ce qui occupe les esprits de la manière la plus angoissante, c'est la crainte d'une catastrophe nucléaire de plus grande ampleur. 3 réacteurs en fusion à ciel ouvert qui ressemblent maintenant à de grosses cocottes minutes ou à des marmites ébréchées, des passoires radioactives. Bref, la centrale nucléaire s'est transformée en batterie de cuisine. Sur les quelques photos qui commencent à circuler, de la fumée blanche s'échappe des réacteurs. Tout le treillage des bâtiments est à l'air libre, poutrelles métalliques tordues, charpentes d'acier gondolées qui forment des figures géométriques menaçantes, rectangles, carrés, losanges, criblés de taches brunes. Les prétendus fleurons de la technologie nucléaire ressemblent à des volières dévastées. À travers les bâtiments, on voit la mer. Je résume. La Terre tremble presque tout le temps, le gouvernement montre des signes d'une grande fébrilité, les centrales nucléaires explosent les unes après les autres,
tous ceux qui peuvent partir s'en vont le plus loin possible, et le descendant de la déesse Amaterasu lui-même est descendu de son bosquet de nuages. Indéniablement, la situation est grave. Dès lors, la question se pose. Faut-il rester? Faut-il partir? Évacuer Tokyo? Déjà, dès le premier jour, « We're leaving, get out of here », tonnait tout rouge mon gros voisin anglais. Partir, moi je veux bien, mais pour aller où? Et les collègues, les amis, les amants, les amours, on fait comment? Certains se sont à peine posé la question qu'ils ont déjà la réponse. Anywhere of Japan, out of Japan. Ceux qui restent, on s'en fout. Des hordes de cadres étrangers s'envolent pour Hong Kong, surtout dans la finance. En quelques jours, les affaires se relocalisent ailleurs qu'à Tokyo. Au consulat de Hong Kong, en 2 semaines, ce sont pas moins de 270 visas qui sont attribués. D'après les statistiques, ces flying jeans, comme vont les appeler les Japonais, mot intraduisible désignant tous ces étrangers prenant la fuite comme des mouches à la vitesse d'une soucoupe volante, gagnent pour l'immense majorité d'entre eux plus d'1 million de yens par mois, près de 10 000 euros. Ils n'ont aucune difficulté à se délocaliser à la vitesse de la lumière ni aucun scrupule à le faire. Bref, les traders se font la malle. Belle aubaine pour Hong Kong, qui réduit alors les formalités d'obtention du visa de 6 semaines à 2 jours. Il y a par exemple ce directeur d'un organisme franco-japonais qui se barre très vite et très loin, mais conseille à ses employés japonais de rester sur place et soudés dans l'épreuve. Son institution n'est plus ouverte ni fermée, elle est en veille, dit-il. Mais lui restera en France, planqué bien au chaud, sans aucun motif, jusqu'à la fin du mois de mars. On ne sait exactement sous quel statut, vacances, réfugié, homme invisible. Un autre Français fanfaronne comme un paon en gonflant la poitrine. Il ne quittera pas Tokyo, il restera ici, il n'abandonnera pas son poste, ni ses employés japonais. Ah, non partirai. Je ne partirai pas, chante-t-il, comme à l'opéra. Il se réfugie dans l'immeuble de son entreprise qu'il enrubane de scotch pour confiner le bâtiment. Voglio pria cavarmi il core. Je m'arracherai plutôt le cœur. C'est promis juré. Il restera ici, quoi qu'il arrive. Je préfère mourir à vos pieds. Le feu nucléaire n'a qu'à bien se tenir. 2 jours plus tard, il est sur l'île d'Okinawa, à plusieurs centaines de kilomètres de son bureau, où ses employés restent calfeutrés en attendant le retour du patron. Le directeur français en fuite, pétochard comme pas possible, les employés japonais fidèles au poste, tout un symbole de la grandeur de la France. Quant à moi, je n'ai pas beaucoup hésité. J'ai un billet d'avion pour le 15 mars, une invitation pour le Salon du Livre de Paris. Le champagne m'attend. Les conversations palpitantes avec tous mes amis de l'édition et de l'écriture. Eh bien non. Les grandes décisions se prennent toujours en musique. C'est en écoutant la fin de Così fan tutti que j'ai compris qu'il ne fallait surtout pas partir. 1 minute et demie de cette mélodie et ma décision est prise. Je reste au Japon. Que peut-il m'arriver si j'ai Mozart avec moi? Au moins, il ne pourra pas dire que je manque de panache. Radioactif. Et puis, c'est le bon côté des catastrophes. Tout le monde se barre et on reste peinard au milieu du désastre. Il faut être raisonnable, toutefois. J'irai donc à Kyoto, ville raisonnable entre toutes, et lumineuse et calme comme du Mozart pour laisser passer l'orage, se reprendre, s'ordonner, s'orienter dans le grand battage du temps. Je téléphone à Jules, je l'embarque dans mon voyage, puis coup de fil aussi à mon ami Aki Hirano. Lorsque je lui demande s'il songe à quitter le Japon, il a cette réponse fulgurante.
Moi, en tout cas, je reste. Je vis comme il faut et je meurs comme il faut. Que je lise la suite. Non, mais merci, merci infiniment. C'est un très très grand honneur, un très grand bonheur aussi d'avoir mon nom accolé à celui d'Édouard Glissant. En plus de ne pas être tout seul, d'avoir Annabelle et mon ancien étudiant Hiroshi Matsui, qui a fait bien du chemin depuis qu'il me rendait ses dissertations il y a une dizaine d'années à l'Institut franco-japonais. Donc merci à vous tous, à l'Université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis, à la Maison d'Amérique latine et à l'Institut du Tout-Monde, à Sylvie Glissant, à François Nodelman, que je salue avec beaucoup d'amitié, à Patrick Chamoiseau. Et on m'a demandé de faire un petit discours de 5 à 10 minutes. J'ai juste vous dire, j'habite au Japon depuis 20 ans. Et ça peut paraître à première vue assez étrange, même un peu incongru, de penser que la pensée d'Édouard Glissant, sa philosophie, sa poésie, ses romans, se promènent comme ça jusqu'au Japon et y fructifient. Ça peut paraître un peu étrange d'abord évidemment parce que le Japon est très loin, mais aussi parce que le Japon a été fermé au monde pendant plus de 2 siècles, 2 siècles et demi. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais en 1635, le Japon a fermé ses frontières, ce qui voulait dire que non seulement les Japonais n'avaient plus le droit de sortir du Japon, sous peine de mort, et les Français ou les Européens ou n'importe qui ne pouvaient plus y entrer. Et ça va durer 2 siècles et demi. Et c'est assez étrange de voir ce pays qui a vécu dans une quasi-autarcie pendant plus de 2 siècles, 2 siècles et demi, jusqu'au milieu du 19e siècle. C'est assez étrange de voir qu'il est aujourd'hui sensible à la pensée de la relation, à la philosophie de la créolisation. Et c'est d'autant plus étrange, on a vraiment du mal à y croire parce que circulent sur le Japon beaucoup de stéréotypes, d'idées reçues qui le présentent souvent comme un pays très homogène, ethniquement, culturellement. Tout mon travail depuis 20 ans vise à démontrer, non pas le contraire, mais à démontrer que finalement, ce pays qu'on dit fermé, qu'on dit homogène, est comme tous les pays du monde, un pays ouvert, hybride. Alors la démonstration est assez difficile à faire, non pas tellement, surtout pour des raisons politiques en fait, et symboliques. Symbolique parce que ce pays vit depuis très longtemps maintenant avec des représentations fictionnelles qui tendent à le représenter comme homogène. Donc là on touche à des problèmes symboliques et esthétiques, et aussi à des problèmes politiques. Il y aura des élections en décembre au Japon. Le maire de Tokyo, le gouverneur de Tokyo est quelqu'un assez peu réceptif aux pensées de la relation. C'est un xénophobe complet. Le maire de Osaka, grande ville aussi, 2 très grandes villes, Tokyo la plus grande ville du monde quand même, suit le même chemin. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que pourquoi aujourd'hui la pensée d'Édouard Glissant nous aide, non seulement d'un point de vue esthétique, mais aussi d'un point de vue politique, et les deux sont liés, elle nous aide à penser la situation du Japon. Il le disait déjà en fait en 1989 dans l'éloge de la créolité. En 1989, il avait cette phrase fulgurante, décisive à mon avis, comme quoi la créolisation n'est pas un concept
géographique. Que toute la pensée de la créolisation, en fait, peut se transporter, se translater, se transformer aussi lors de cette translation à des zones géographiques très lointaines et à des contextes à la fois sociaux, politiques, symboliques très différents. Et je crois qu'aujourd'hui, le Japon, même si ça reste un cas lointain et assez excentré dans le cas des études créoles, on va dire, ou dans les études de la relation, le Japon est en train de nous en faire la démonstration de manière décisive. Et c'est assez réconfortant et encourageant de voir que finalement, à l'heure où, un peu partout dans le monde, y compris au Japon, donc je l'ai dit, des espèces de mythologies insulaires, on va dire, au mauvais sens du terme, avec des idées d'autosuffisance, d'autochtonie, de souche. Je pense évidemment à la fameuse expression française de souche, qui est d'une bêtise de bûche. À l'heure où toutes ces mythologies sont en train de reprendre du service en Europe, aux États-Unis, dans beaucoup de pays, au Japon lui-même, la pensée d'Édouard Glissant, son intelligence, sa subtilité, nous aide à comprendre les vraies mutations, pas les étiquettes qu'on met dessus, mais les vraies mutations qui sont en train de se produire dans le monde moderne, et qui nous montre finalement que au milieu de toutes ces pensées assez mortifères, ce sont les concepts qu'Édouard Glissant défendait, c'est-à-dire l'hétérogénéité, l'hospitalité aussi, l'accueil de l'autre. Eh bien, ce sont toutes ces choses-là qui forment le vrai ferment, qui permettent non seulement l'émergence, mais l'existence de ce qu'on peut appeler une civilisation. Et pour cela, je suis non seulement très fier d'avoir mon nom à côté du sien, en dessous du sien, et d'être parmi vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Je suis très honorée de recevoir le prix Édouard Glissant et j'éprouve une grande admiration pour son œuvre et pour la profonde humanité et générosité de sa pensée. L'œuvre d'Édouard Glissant agit à la façon de ce rhizome dont il parlait si souvent. Elle prolonge, sédimente, fertilise l'imaginaire de tant de créateurs qui l'ont accompagné tout au long de sa vie. Cette pensée a également nourri une grande partie de ma production photographique consacrée à la mémoire, à l'exil, aux migrations et à la notion de frontière. Je ressens une grande proximité avec lui, avec ma démarche lorsqu'il dit « Nous fréquentons les frontières non pas comme signe et facteur de l'impossible, mais comme lieu de passage et de la transformation. Je peux changer en échangeant avec l'autre, sans me perdre pourtant ni me dénaturer. C'est pourquoi nous avons besoin de frontières, non plus pour nous arrêter,
mais pour exercer ce libre passage à l'autre, pour souligner la merveille de l'ici-là. Les migrations sont au cœur de la mondialisation. Elles sont bien souvent une expérience subie et muette. Je me suis efforcée de rendre ce silence visible, de rendre compte de cette expérience. Par respect de l'anonymat des personnes en transit, j'ai choisi dans mes photographies de défaire les signes d'identité, visage, empreinte, ligne de la main, en réalisant une sorte de cartographie intime de l'exil. Quand on photographie de très près, la peau se transforme en paysage, en réseau. Il y a des kilomètres enfermés dans une main. À Ivry, comme à Sangatte, ou à la Cimada à Massy, je me suis efforcée d'interroger cette expérience de l'exil. Non pas avec des idées préconçues, mais comme quelque chose d'énigmatique, une identité sans identification, ouverte en devenir. Le corps est monde, écrivait Édouard Glissant, et il est univers, fermé sur lui-même, mais accessible à son espace d'alentour. Il est en perpétuelle propagation. Avec Bois du Monde, fruit d'une résidence de création à Ivry, j'ai tenté de faire le portrait d'une ville en la recomposant, à partir de fragments, afin de dessiner une nouvelle identité qui ne fasse pas référence à un seul pays, à une seule nation ou à un seul État, mais à une identité plurielle et multiculturelle, une identité aux frontières. Ce travail illustre pour moi le concept de mémoire déplacement, si politique, 54 images fonctionnent comme un drapeau ouvert à l'autre. Bois du monde, c'est une bannière monde qui flotte au vent. Dans la plupart des mythologies populaires, les géants vont parce qu'ils peuvent tout comprendre des deux côtés de la frontière, a écrit à Édouard Glissant de Mes femmes Guajira, dans une série que j'ai réalisée dans la péninsule de la Guajira à la frontière entre le Venezuela et la Colombie, et que j'ai intitulée Totem à la frontière. Les femmes Guajira tissent et tâtent les détails de leur vie de tous les jours, et elles regardent au loin, par-dessus la barrière ou les grillages ou les barrages des frontières. Ce ne sont pas les insignes marqueurs d'une immensité, mais les conducteurs de la relation, disait Édouard Glissant. Ces 4 dernières années, j'ai centré mon projet photographique sur la Caraïbe, Porto Rico, Cuba, Martinique, Haïti et le Venezuela. J'ai entamé une recherche sur l'esclavage que j'ai nommée Mémoire obscure, exil imposé. Cité fragile questionne l'exil antérieur des habitants des favelas de Caracas au Venezuela. La Caraïbe est une mer ouverte qui diffracte et qui porte à l'émoi de la diversité. Comme l'écrit Édouard Glissant, il y a dans ces pays une culture créolisée, riche de l'Amérique précolombienne, de l'Afrique et de l'Europe. Elle est multiple et imprévisible. C'est à partir de ce travail qu'est née l'œuvre monumentale Souvenance, en cours d'élaboration pour la Place de la Savane à Fort-de-France. Métaphore d'une mémoire qui se transmet, Souvenance rend hommage aux héros de la liberté et à leur lutte contre le système esclavagiste et colonial, ainsi qu'à tous ceux qui, jour après jour, réduits au silence, ont résisté dans leur foyer et affirmé d'une façon ou d'une autre leur humanité. Je voudrais finir avec cette photo d'Édouard Glissant, prise à la Alhambra de Grenada en Espagne. C'est en pensée avec lui et avec beaucoup d'émotion que je reçois aujourd'hui ce prix.
Je remercie à l'Institut de Tout Monde, à l'Université Paris 8 et à la Maison d'Amérique latine ainsi qu'à Sylvie Glissant et à Patricia Moisseau pour ce prix. Merci à tous. Écoutez, je voulais remercier une dernière fois tous ceux qui ont contribué à cette belle journée. Vous donnez rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle cérémonie où nous dirons encore tout ce que nous devons à Édouard Glissant et tout ce que nous voulons porter de ce qu'il nous a légué. Merci.